Bonjour, bonsoir, selon vos localités. Comme vous le savez maintenant, je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit à Cotonou, à Dakar, à Lomé, à Djobourg, au Caire. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, comme vous le savez, je vais m'évertuer à partager le vécu des Africains entrepreneurs, mais aussi la connaissance, les outils que nous avons pu acquérir. Car je crois sincèrement que le partage d'expérience, mais aussi de connaissances, est multiplicateur de richesses. Donc, nous les nouveaux Africains, on pourra dire que nous avons une obligation de faire partie de ces nations qui vont prospérer. Alors, certainement vous ne le savez pas, voilà bientôt, depuis avant la Black Friday. Franchement, c'est le parcours du combattant. Alors, vivre en Afrique est une chose extrêmement louable, notable, et sincèrement, c'est tout un plaisir. Parce que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités en termes de nourriture, en termes de produits accessibles, en termes de chaleur humaine. J'entends par chaleur humaine la disponibilité des gens pour tout autre, en tout cas pour toute activité ou en tout cas la gestion du quotidien. Cependant, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons certains secteurs qui sont très mal gérés. Et à mon sens, comme vous le comprenez aisément, on ne peut pas parler de développement s'il y a des secteurs. En tout cas, moi, je suis de ceux qui croient sincèrement que le développement des nations commence par là. Le mindset. D'accord? Alors, les Asiatiques l'ont prouvé, les dragons l'ont prouvé. Aujourd'hui, si l'Afrique en est là, c'est parce que le mindset n'est pas bon. Alors, mais je ne comprends pas. Ton voisin, il a un mindset qui fait qu'il se développe. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Si tu ne peux pas faire comme lui, pourquoi tu ne copies pas, colles et tu le mets à ta sauce, comme j'ai l'habitude de dire? Je pense que copier-coller, en intégrant la réalité de ta vie de tous les jours, est quelque chose de louable. D'accord? Alors, depuis jeudi, nous courons les hôpitaux. Depuis jeudi, nous courons les cliniques. Alors, mon beau-frère est souffrant. Il a fait une intoxication. En tout cas, il a des troubles au niveau du ventre. Aux dernières nouvelles, ce serait une perforation de l'un de ses intestins. Mais c'est la troisième fois que j'en entends parler ici en Afrique. À son âge, il a juste... peut-être c'est pas lié. D'accord? Je ne comprends pas. En tout cas, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que nous avons fait, je tairai les noms. On a d'abord fait une clinique. On nous dit déjà, il faut une caution de 600 000 balles CFA. Alors, après cette clinique, nous devions faire des analyses. On s'est évertué à prendre ces analyses justement avant de devoir payer la caution. Alors, il faut dire que ce beau-frère, il travaille dans une structure de la place spécialisée dans le digital, mais aussi dans l'énergie solaire. En CDD. Donc, comme vous le comprenez, certainement, il n'a pas une couverture IPM, comme on dit en Afrique. Alors, IPM, c'est l'institut qui prévoit donc, la prévoyance maladie pour, justement, dans le cadre des salariés qui ont des cotisations, qu'ils puissent être pris en charge. En CDD, je pense, pour certaines structures, tu n'es pas pris en charge, ou bien tu n'es pas totalement pris en charge. Alors, dès le début, on s'est attelé, en tout cas les collègues, ses collègues à lui, et ils ont commencé à se cotiser pour pallier aux premiers soins. En tout cas, moi, aujourd'hui, ma remarque principale, en tout cas ceux pour lesquels je fais cette vidéo, les choses pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que je pense que beaucoup d'indigents, en tout cas ceux qui n'ont pas suffisamment les moyens, sont laissés en rade en Afrique. Donc, de la première clinique où il fallait une caution de 600 000, on est parti vers une autre clinique où effectivement, on nous demandait à peu près la même caution. Et cette caution, c'est compte non tenu de l'opération qui n'est pas encore effectuée. Compte non tenu de l'opération. Alors de 12 heures à pratiquement 18 heures, on est entre les analyses pour d'aucuns, le scanner pour d'autres, ou bien le suivi alimentaire pour une autre structure. J'en revenais pas. Et notez que ces médecins-là, ce sont les mêmes médecins qu'on retrouve dans les cliniques qui sont dans le public. Ce sont les mêmes médecins. Dans, en tout cas, la superficie géographique du Sénégal, là où je vis.
Donc, ce qui s'est passé, d'une première clinique, on est passé à une deuxième clinique. Après cette deuxième clinique, on nous fait comprendre que il faut aller vers l'hôpital militaire, parce que là, il faut nécessairement une caution qu'on a refusé de payer, d'accord? Parce qu'il fallait déjà qu'il y ait l'aval de son entreprise. Et à ce moment, ou bien en tout cas au début de sa chute, ou bien de ses crises, on n'a pas pu joindre son N+1. Donc, avec les moyens du bord, on est parti dans un hôpital militaire. Et dans cet hôpital militaire, on nous fait refaire, ou bien on refait les mêmes analyses et opérations qu'on avait déjà faites le matin. D'où donc la nécessité de dire que les gens, ou bien les médecins, ou bien en tout cas ces organisations qui sont dans les hôpitaux ou les cliniques, se sucrent sur le dos des gens, sachant qu'ils ne pourront pas, ou bien ils ne peuvent pas faire ces opérations. Parce que justement, après l'hôpital militaire, c'est un grand hôpital de la place, situé en ville, qui a bien voulu prendre l'opération en charge. Aussi, après des analyses sur le même site, après des radios, des scanners à n'en plus finir, que nous avons payé de notre poche, ou que des collègues ont cotisé pour, en tout cas, leurs camarades, ils nous disent au petit matin, parce que ce jour-là, je n'ai pas passé la nuit avec lui, au petit matin, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas le prendre en charge, il ne sera pas opéré dans cet hôpital, parce qu'il faut qu'il y ait, d'après leur dire technique, il faut repréparer la chambre, il faut désinfecter, d'après leur dire. Et tenez-vous bien, on va vers un autre hôpital, parce qu'il n'était pas question de prendre une clinique à nos charges, puisque au moment où je vous explique cette histoire, sa structure n'avait déjà pas pris les décisions idoines. Donc, on va vers un autre hôpital avec une ambulance que nous avons nous-mêmes payée. Je ne veux pas citer des noms en fait. Donc, là où on était, là où il devait être pris en charge, il nous appelle pour nous dire qu'effectivement il a passé la nuit, il faut que l'on paye la chambre, il faut que l'on paye les prestations. Mais comment voulez-vous que les gens payent des services qui n'ont pas été rendus? D'accord? Pourquoi? Au nom de quoi? Arrivé dans cet hôpital, le dernier hôpital, où effectivement, c'est un hôpital qui date, je pense, de la période des indépendances, où il y a des experts. Alors, sincèrement, ce sont des médecins chevronnés un peu partout sur le territoire du Sénégal. Ils sont bien formés et comme j'ai dit tantôt, les mêmes médecins que nous retrouvons dans le public ou bien dans les structures étatiques, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans le privé, dans les cliniques. Alors, c'est dire qu'un peu partout en Afrique, si tu n'es pas aisé, si tu ne peux pas te payer des services d'une clinique, particulièrement, je pense aux fonctionnaires qui peuvent le faire, ou bien aux salariés de grandes structures de la place, tu es laissé en rade ou bien tu vas bénéficier de services médiocres. C'est ça la réalité de l'Afrique, particulièrement l'Afrique au sud du Sahara. Alors, arrivé dans ce dernier hôpital, il faut noter que, comme j'ai dit, moi-même j'ai remarqué qu'il y avait une bienveillance, que les médecins arrivaient à prendre en charge, qu'ils avaient toutes les compétences requises. Cependant, les installations, les équipements, le matériel, tu sentais nettement qu'il y avait beaucoup de soucis. D'accord? Et cette nuit-là, moi personnellement, je suis resté là-bas. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. En tout cas, on s'est nuitamment relayé et pendant au moins 4-5 jours. Mais je vous dis, chers frères, j'ai vu des rats, une armée de rats dans un hôpital. Je ne suis pas étonné en fait. Je m'en doutais plus ou moins. Vous avez regardé Ratatouille? La bande dessinée Ratatouille? Le rat qui cuisine, ou bien qui veut cuisiner, ou bien qui apprend à cuisiner. En tout cas, le génie dans Ratatouille, quand il a fait amener sa famille, c'est ce que j'ai vu. Incroyable. C'est un peu pour expliquer l'état de déliquescence ou bien de vétusté de ces hôpitaux. Je m'appelle en 2010, parce que si tu ne le sais pas, j'ai des jumeaux. Mes premiers jumeaux. Alors en 2010, je travaillais à l'époque dans des provinces, donc des régions, et quand on a en tout cas ausculté mon épouse, la première fois on lui parlait de fibrome, je ne sais pas comment ils le disent dans leur terminologie, fibrome. Ben, on ne savait pas ce que c'était.
Alors que c'est loin de là, en tout cas, cette assertion médicinale ou bien cette conséquence technique, c'était pas ça. C'était juste des jumeaux. Et l'infirmière ou bien la dame qui était de service n'a pas pu détecter cela. Elle nous parlait de fibrome qu'il fallait opérer. En fait, je ne comprenais pas, je savais que dalle de ce qu'elle racontait. En tout cas, une intuition, une voix me disait qu'il fallait aller vers les cliniques, en tout cas des organisations plus outillées en termes de compétences techniques. Parce que l'hôpital en question avait tout le matériel à l'époque, on est en 2010, scanner, radio, tout était flambant neuf, mais le personnel laissait à désirer. Alors je dis à mon épouse, il n'est pas question que tu restes là, on va aller en clinique, on va payer tout ce qu'il faut payer pour effectivement voir ce qui se passe. C'est là qu'on a décelé qu'effectivement c'était des jumeaux et qu'un des jumeaux, justement, avait une position ici au niveau du thorax. Ma foi, c'est ce qui a sauvé mon épouse et mes enfants. Alors, la morale de l'histoire. Vous savez, depuis 1987, il y a eu des accords, des initiatives. Pour beaucoup de Sénégalais, en tout cas ceux qui sont nés dans les années 1980, connaissent ce que c'est que le plan d'ajustement structurel. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui l'ont imposé aux Africains de façon générale pour rehausser, en tout cas pour mettre en place des politiques qui pourraient permettre à cette nation de se développer, elle aussi. Pour beaucoup, ça n'a jamais marché. Le Sénégal fait partie des premiers pays qui ont effectivement adopté les plans d'ajustement structurel. Et quand on voit en 1987 l'initiative de Bamako, il est clair, écrit noir sur blanc, que des chefs d'État ont signé que les structures privées, ou bien en tout cas ce qui nous intéresse aujourd'hui, les structures publiques, doivent être gérées par les populations ou les communautés. Comment? Elles-mêmes, elles vont payer les services parce que les États ne pourraient pas continuer à prendre en charge la gratuité. Parce que, à part les structures publiques, nous avons les structures privées, gérées par des médecins, en tout cas des personnalités ou bien des personnes qui ont pu bénéficier d'investissements. Alors, les structures publiques, par rapport à l'initiative de Bamako, devront être gérées dorénavant par les populations, les communautés. Donc, la gestion, mais aussi le financement ou bien les frais liés aux prestations de services. C'est-à-dire que les populations devront payer au moins pour avoir un service passable dans les structures, donc dans les hôpitaux publics. Et de là, justement, nous avons eu une percée des cliniques dans pas mal de capitales de l'Afrique au sud du Sahara. Et les indigents, comme j'ai dit tantôt, ceux qui ne pouvaient pas effectivement payer ces soins, se voyaient se rabattre vers d'autres structures plus ou moins informelles, comme peut-être les marabouts, ou bien peut-être même la médecine traditionnelle qui s'est beaucoup développée entre-temps. D'accord? Moi qui te parle, j'ai des parents, mon papa particulièrement, qui a beaucoup investi dans la médecine traditionnelle, parce qu'il connaît bien le domaine. Nous avons également plus ou moins des marabouts et tant d'autres, en tout cas entités, qui ont investi ce champ où effectivement, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour se payer, les cliniques ou bien même les hôpitaux se retrouvaient à chercher d'autres moyens pour se soigner. Alors, d'après une organisation espagnole, sur 11 700 et quelques hôpitaux qui ont été répertoriés, en tout cas, le premier hôpital africain est à la 594e place. C'est l'hôpital du Swaziland, Gamron Swaziland, Gamron Health Swaziland. Le deuxième est à la 1542e, 47e place. Et c'est As-Salam d'Égypte. Après l'Égypte vient le Maroc, un peu l'Afrique du Sud, le Sénégal en chantier. Et donc, pour dire clairement que le besoin en soins de santé, le besoin en soins médicaux, en tout cas la priorité par rapport aux politiques étatiques de gestion des soins, ou bien des premiers soins des populations, est extrêmement faible. L'Afrique ne produit que 2% des médicaments à travers le monde, ou bien des médicaments qu'elle consomme, d'après l'OMS.
2%. Et un malade sur 4 se trouve en Afrique. Je trouve que c'est énorme. Peut-être même qu'on n'a pas tous les chiffres, peut-être même qu'on n'a pas toutes les statistiques. Je suis ébahi. Je suis ébahi. Alors je suis presque sûr, n'eût été l'effort considérable qu'a fait l'entreprise de mon beau-frère et aussi nous, la famille très très proche, qui avait de petites, en tout cas, économies, ma foi, on aurait perdu quelqu'un. Et ça, ce cas, ce n'est pas un cas isolé. Il y a des centaines et des centaines et des milliers de cas comme celui-là à travers l'Afrique. Des personnes ou bien de bonnes femmes, de valeureuses femmes qui ne savent pas là où accoucher, qui n'ont pas les premiers soins, ou bien les soins prénataux. D'accord? Alors, je ne pourrais pas continuer parce que c'était juste un message que je voulais partager avec vous. Parce qu'à mon sens, en tant qu'acteur, en tout cas entrepreneur, philanthrope, il est clair que je dois en parler pour que les gens sachent que même s'il y a une élite qui bénéficie des meilleurs soins, la majeure, en tout cas la grande partie de la population n'a pas ces meilleurs soins. Et des pays où effectivement il y a toujours des problématiques liées à la santé, des problématiques liées aux soins, en plus des soins, des problématiques liées aux premiers soins, en plus de ces premiers soins, des problématiques liées à l'éducation. Ces pays ne sont pas encore sortis de la grande débandade, bien comme on a l'habitude de le dire, la foire de l'empoigne. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, mes chers frères. Je ne suis pas très content. Je le dis comme ça parce qu'il fallait que je vous parle. Qu'on puisse quelque part conscientiser les populations. Si cette vidéo t'a plu, si tu penses qu'effectivement ce que je dis est vrai, partage-la massivement parce que tu pourras aider. OMS dit que 49% des objectifs, en tout cas, sont atteints par nos populations. Les objectifs en termes d'accès des hôpitaux, les objectifs en termes de résistance de nos hôpitaux, les objectifs en termes de tarification, les objectifs en termes de qualité des services octroyés. On est juste qu'à 49%, même pas 50%. Et ces chiffres datent de période pandémie, donc 2020, fin 2020. Très sincèrement. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je n'aurais pas une cerise, je ne peux pas parler de cerise, tout simplement des recommandations. La recommandation première, c'est que les Africains ont besoin de services de santé dignes de ce nom. Peace out.